Bonjour tout le monde. Alors, je suis Isabelle Probst, professeure associée à la Haute École de Santé Vaud à Lausanne, HESSO, et une des animatrices, coordinatrices du groupe GAS, avec jusqu'à présent Christelle Casse et maintenant désormais aussi Fabienne Gouty qui est avec nous dans la salle. Donc, je vais brièvement présenter le groupe GAS parce que je crois qu'il est un peu moins connu que Lyon 2 et l'ANACT, ce qui semble assez logique aussi. Donc, le GAS, hein, ou groupe Genre Activité Santé, c'est un réseau international francophone qui existe depuis 2006, qui réunit des chercheurs, chercheuses, des praticiens, praticiennes et des étudiantes de différents horizons avec pour but commun de promouvoir une perspective genre en santé au travail et particulièrement en ergonomie. C'est un groupe qui est lié, qui est issu du Technical Committee Gender and Work de l'International Ergonomics Association et qui a été notamment initié par Karen Messing, que vous connaissez probablement. Donc, au niveau de nos activités, on organise régulièrement des séminaires en présentiel, en distanciel pour discuter des thématiques qui nous occupent. On participe à des publications, à des colloques scientifiques. Et puis, on co-organise plutôt des événements comme celui-ci, pour lequel on remercie vraiment beaucoup Lyon 2 et l'ANACT pour les moyens matériels et financiers que nous, on n'a pas, et sans lequel on ne pourrait pas organiser un événement d'aussi grande ampleur. Événement qui nous semble absolument nécessaire, en fait, aujourd'hui à organiser par rapport à la thématique, aux thématiques qu'on va traiter. Ici, vous avez la référence de notre site Internet. Et donc, si vous souhaitez être tenu au courant de nos activités, vous trouvez aussi nos références, nos coordonnées de contact sur ce site. Donc, n'hésitez pas à nous informer si vous souhaitez vous joindre à nous. Par rapport aux 2 journées d'aujourd'hui et de demain, ça fait à peu près 2 ans que la question de la crise écologique et des transitions qu'elle entraîne a pris une importance croissante pour notre groupe, en lien, je pense, avec vraiment les préoccupations et l'urgence en fait dans laquelle on se trouve toutes et tous. Et en fait, pour nous, c'était vraiment intéressant d'intégrer évidemment la perspective genre à plusieurs niveaux, c'est-à-dire, comme l'ont dit les personnes qui m'ont précédé, mes prédécesseuses. J'essayais, mais c'est un peu difficile quand même pour moi. Donc, au niveau de l'analyse des impacts différenciés pour les femmes et les hommes de la crise climatique, hein, de l'impact sur leur travail, au niveau des transitions qui ont également un impact différencié pour le travail des femmes et des hommes, et puis également de penser le travail comme un des lieux où peuvent s'esquisser aussi des alternatives, des réponses, des manières de travailler qui permettraient à la fois d'aller vers plus d'égalité et une préservation des ressources naturelles et de nos conditions de vie. Donc c'est pour ça qu'on a aussi dans ce colloque vraiment cette volonté de faire dialoguer à la fois des personnes qui apportent des éclairages de recherche, des personnes qui apportent des éclairages aussi plus théoriques, des manières de penser, notamment qu'on aura au cours de la matinée avec Pascal Molinier et pardon, Geneviève Pruvost qui sont présentes et qu'on remercie beaucoup d'être là. Et puis, on aura aussi toutes, dans les tables rondes, plusieurs personnes, plusieurs acteurs, actrices de terrain ou d'initiatives diverses qui vont aussi intervenir. Et notre but, en fait, c'est de mettre en dialogue, en fait, ces différentes personnes avec vous aussi. Et on vous remercie beaucoup. On espère que ce sera très riche. Oui, je prends juste le relais pour moi plutôt des aspects techniques. Moi, je suis Christelle Casse et je suis maîtresse de conférence en ergonomie à Lyon 2. Moi aussi, j'ai vraiment envie de remercier et l'ANACT et Lyon 2, bien sûr, de nous permettre d'organiser cet événement et en particulier aussi la collaboration
de longue haleine là, depuis plus d'un an avec une petite équipe très active dont que vous retrouverez, on pourra les présenter plus tard à la fois des collègues de l'ANACT comme Florence Chappert, comme Karine Babu, Anne-Marie. Et voilà, et Fabienne Gouty, par exemple, on est voilà, une petite équipe avec Sandrine Caroli aussi à Grenoble, d'avoir vraiment travaillé pour organiser tout ça. Et maintenant, je parle surtout sur des questions plus justement d'organisation de ces journées. Donc, ce matin, on a une matinée introductive et puis ensuite, on aura 3 demi-journées thématiques. Ça, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde. Et quelques petits points techniques, notamment pour ceux qui sont à distance. Il y a la vidéoconférence est organisée sur un mode de webinaire, donc il n'y a pas un chat à proprement parler. Par contre, il y a des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, elles seront tout à fait bienvenues. Il faut les mettre dans les questions-réponses et par session, il y aura toujours une personne pour relayer ces questions et les transmettre aux animatrices de chaque session. Bien sûr, dans la salle, les questions seront aussi possibles et de façon plus classique, on va passer des micros. Ensuite, vous dire aussi qu'on va avoir 2 belles expositions pendant ces 2 journées en parallèle de nos présentations et de toutes les tables rondes. Il y a une expo qui est déjà installée dans l'espace de convivialité qui a été proposée par Oikos, l'association Oikos, sur les portraits, notamment des portraits d'artisans en éco-construction, qui a été réalisé par Fabienne Gouty et Alexandre Abel. Et il y aura aussi une deuxième expo qui n'est pas encore là, mais qui va arriver à partir de ce midi, qui s'appelle Innover par l'usage, qui est réalisée par l'association L'Atelier Paysan, par et pour les paysannes, pour diffuser d'autres manières d'innover en agriculture. Donc ça devrait vous donner aussi des ouvertures, des perspectives un peu complémentaires, différentes sur ce qui se pratique aujourd'hui, des initiatives intéressantes autour là donc de l'éco-construction pour la première et de l'agriculture pour la deuxième. Et puis pour d'autres éléments, d'autres petites précisions techniques du point de vue du timing. On va essayer d'être le plus possible en accord avec notre programme. Il est 10h01, donc j'ai fini dans 1 minute, on n'est déjà pas trop mal. En accord avec notre programme, notamment parce que pour les gens à distance, c'est quand même plus simple que les sessions commencent à l'heure dite sur le programme. Sinon, c'est un peu difficile pour eux de suivre, surtout ceux qui peuvent ne pas forcément assister à tout. Donc, excusez-nous d'avance ou pardonnez-nous si vous trouvez qu'on est parfois un peu rude sur bon, là, on va un peu essayer d'être vigilant sur le temps, donc vis-à-vis des intervenants et vis-à-vis et excusez-nous les participants si vous trouvez que parfois c'est un petit peu radical. Sur le côté suivi et contrôle du temps. Et puis, juste vous préciser, pour ceux qui sont là, face à nous, en présence, qu'il y a l'espace de convivialité est au premier étage, que les repas sont libres, donc ils ne sont pas prévus pour les participants, à part pour les intervenants. Et ça, on verra avec eux par ailleurs. Et puis une toute petite chose, la salle ne sera en général pas fermée pendant les pauses, ça serait trop compliqué d'assurer qu'il y ait tout le temps quelqu'un, donc soyez vigilants pour vos affaires, on ne pourra pas forcément avoir un œil dessus. Voilà, c'est très technique. Je m'arrête là, je vous remercie encore, enfin on vous remercie vraiment tous, je crois, de votre venue, et puis on espère qu'on va bien discuter et travailler ensemble. Donc, je vous propose maintenant de rentrer dans une introduction sur ces transitions écologiques, travail et genre, nouvelles perspectives, et notamment de commencer donc par ce rapport qui nous a tous énormément marqué du Conseil économique, social et environnemental, présenté par le co-rapporteur Antoine Gatté, qui va nous présenter un peu les conclusions de ce rapport pour situer finalement ces questions de genre et d'inégalité dans la crise climatique. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à l'Université Lyon-Lumière, à l'ANACT pour cette invitation. Je suis très ému et très fier que ce rapport ait un petit peu conduit cet événement et les travaux. On est assez content de ça parce que ça fait effectivement 1 an et demi là qu'on porte ce rapport. C'est-à-dire que
le rôle d'un rapporteur et d'un co-rapporteur, parce que en général, on le fait tous les deux avec Aminata, mais là, des fois, on est obligé de le faire un peu chacun notre tour. C'est de porter ce rapport dans diverses instances, auprès des pouvoirs publics, auprès des chercheurs, auprès de la société, quand il a été validé. Moi, je suis président de France Nature Environnement dans ma fonction principale, c'est la Fédération nationale des associations de protection de la nature et de l'environnement. Et à ce titre-là, je suis conseiller au Conseil économique, social et environnemental. C'est une fonction en plus, en fait, qu'on assure 1 à 2 jours par semaine, en plus de nos représentations, enfin de nos fonctions en tant que société civile. Et le CESE, pour rappel, c'est la chambre, c'est la troisième chambre de la République, après l'Assemblée nationale et le Sénat, et c'est la chambre de la société civile, dans laquelle plus de 80 organisations de la société civile dialoguent entre elles. On parle beaucoup du rôle du CESE comme étant un rôle de conseil des pouvoirs publics. Malheureusement, les pouvoirs publics n'écoutent pas beaucoup ce que dit la société civile. Bon, je pense que tout le monde le sait, tout le monde l'expérimente tous les jours. Au-delà de ce rôle de conseil, le vrai rôle qui est important pour nous, en tout cas pour moi, c'est qu'on discute entre nous. Et on discute dans ce cadre-là avec toutes les organisations et tous les pans de la société civile. Il y a le pan environnemental, mais on discute aussi avec les syndicats agricoles, avec les syndicats de travailleurs, avec les associations, avec les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Et c'est ça qui est très riche dans le CESE. Donc là, je suis là au titre de co-rapporteur de ce rapport et de cet avis. Je vais beaucoup me baser sur vous m'excuserez, je vais lire un peu parce que je suis chargé de vous exposer ce qu'on a décidé ensemble et ce qu'on a écrit ensemble. Et dans la façon dont on travaille au CESE, on est sur un travail de co-écriture, c'est-à-dire que nous, co-rapporteurs, on fait les premiers jets et après, on a des sessions de travail assez importantes et assez longues dans lesquelles tout le monde discute à la virgule près et au mot près. On dit ça, on dit pas ça et autres. Ce qui est très intéressant dans ce rapport qui a été fait par la délégation aux droits des femmes, donc moi j'ai co-rapporté ça en tant que membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE. Il y a une délégation aux droits des femmes et à l'égalité aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat et en dialogue avec elle. C'est le premier travail qu'on a fait dans la nouvelle mandature à partir de 2023. Et, la particularité de ce rapport et de cet avis, c'est que c'est un rapport assez épais qui a mis assez longtemps à aboutir et qui a été validé à l'unanimité des membres du CESE. Et je tiens à le dire parce que c'est pas toujours que les rapports sont validés à l'unanimité. Il y a souvent des abstentions ou des votes contre. Là, l'ensemble des organisations ont validé les contenus de ce rapport. Et vous m'excuserez pour cette diapositive qui peut concourir à la diapositive la plus chargée de l'histoire des PowerPoint. Alors, comment ça? Je suis pas au bon endroit. Voilà, ça marche. Alors, c'est un avis qui a été adopté, c'était la diapo d'avant, en mars 2023. C'est une saisine d'initiative. Alors, pour vous rappeler rapidement comment on travaille, on a nos propres plaidoyers au niveau de nos 80 organisations, mais on les met on travaille sur la base de rencontres avec des expertes et des experts sur ces sujets-là, et c'est ça qui fait notre base de travail. Donc, on a ici auditionné une cinquantaine de personnes. On a travaillé 15 mois, on a fait 40 réunions d'écriture de ce rapport-là, et on a adopté cet avis en mars. Je vais vous détailler un petit peu les personnes qu'on a pu auditionner et la façon dont on a travaillé. Parce que sur le site internet du CESE, vous pouvez retrouver à chaque fois qu'il y a une audition, une petite vidéo de la personne auditionnée qui vous explique les points particuliers qu'il a apportés dans son audition et qui permet éventuellement d'éclairer le travail. Donc, on a travaillé d'abord sur la question des réflexions philosophiques autour de ce sujet. On a parlé écoféminisme. Et je vous garantis que c'était pas facile parce qu'on sortait d'une campagne présidentielle où Sandrine Rousseau avait porté l'écoféminisme et s'en était quand même pris plein la tronche sur ce sujet-là avec une façon de retourner le sujet qui était assez pénible. Donc, on a été obligé scientifiquement de remettre l'écoféminisme dans sa dimension scientifique en disant oui, l'écoféminisme, ça existe. C'est une façon de nommer des combats, des pratiques culturelles partout dans le monde et on a auditionné et on a travaillé notamment sur le recueil de textes d'Émilie H. Reclaim. On a auditionné Geneviève Pruvot d'ailleurs qui est là, Geneviève Burgat-Goutal ou Catherine Marel sur ces sujets-là. On a, et je vous conseille ce très très bon reportage, Les femmes face aux missiles, le combat de Greenham Hall, qui est à peu près contemporain du Larzac, qui est un combat de femmes. Allez voir ce reportage sur Arte, il est en diffusion libre. C'est un très très beau combat de femmes sur plusieurs années contre une base de missiles américaine en Écosse. On a aussi travaillé sur les constats sur les impacts différenciés du changement climatique et des questions environnementales au niveau international et au niveau national, avec on a auditionné, vous voyez ici, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, mais aussi Yves Rebaud, qui est très connu sur les questions de géographie du genre, et notamment on travaille aussi sur les déplacés environnementaux.
On a travaillé aussi sur les enjeux de transition écologique avec l'ADEME et le GIEC pour bien parler, bien que les personnes qui travaillent sur le droit des femmes aient aussi une acculturation sur les grands enjeux écologiques. Et on a eu une thématique sur les inégalités professionnelles dans le métier de la transition écologique, puisqu'on a bien vu très vite que c'était un sujet particulièrement qui sortait un petit peu de nos premiers travaux. Deux dernières thématiques, les acteurs institutionnels, comment est-ce qu'ils intègrent ces sujets-là? Donc on a éditionné éventuellement l'Agence française de développement, le ministère de l'écologie, le ministère de l'égalité, des choses comme ça. Et les acteurs privés, comment aujourd'hui les acteurs privés intègrent ces sujets-là avec la question de responsabilité sociétale environnementale. On a auditionné par exemple L'Oréal, qui est un groupe qui revendique le fait de travailler sur ces sujets-là. Alors, qu'est-ce qui est sorti de toutes ces auditions et de tout ce travail collectif qu'on a fait? Je vais vous exposer 9 grands enseignements du rapport, et après je vous parlerai rapidement des préconisations qu'on a pu faire, mais je pense que le principal, c'est surtout les enseignements, les grands enseignements de ce rapport. Le premier enseignement important du rapport, c'est qu'il y a un impact différencié entre les hommes et les femmes en tout cas sur les questions du genre, sur les questions environnementales. Pour le dire autrement, les effets du changement climatique et de la dégradation de l'environnement s'additionnent en fait aux inégalités sociales et environnementales préexistantes, les amplifient de manière disproportionnée et accentuent les inégalités de genre déjà très marquées. En fait, il y a un impact différencié parce qu'on est déjà dans une société inégalitaire. Et dans une société inégalitaire, les grands changements et les grands impacts environnementaux renforcent ces inégalités. Je vous ai rappelé ici des grandes inégalités qui sont des inégalités françaises, hein, qu'il faut, à mon avis, marteler beaucoup plus. Sur des inégalités de revenus, 30% de différence salariale entre les hommes et les femmes, les inégalités de pauvreté, 70% des personnes pauvres sont des femmes, inégalités professionnelles et domestiques, les femmes effectuent près de 70% du travail domestique, et quand on parle des familles monoparentales et des effets notamment en termes de précarité énergétique, et quand on nous dit que la précarité énergétique touche les familles monoparentales en particulier, on oublie de dire que les familles monoparentales sont à 83% des femmes seules avec enfants. Et l'égalité aussi en matière de propriété et de patrimoine. La grande conclusion du rapport, c'est que la transformation écologique et sociale est impossible dans une société inégalitaire et que, en même temps, penser cette transformation écologique et sociale sans intégrer la lutte contre les inégalités peut éventuellement avoir des effets délétères, c'est-à-dire renforcer les inégalités. C'est ça, en gros, les deux grandes conclusions du rapport et voilà. Le deuxième enseignement de nos travaux, c'est que les violences faites aux femmes et aux filles sont démultipliées dans les situations de crise environnementale. Il y a un gros sujet, violences sexuelles et sexistes, les VSS. Il y a un sujet dans le monde du travail aussi. Les questions environnementales et crises environnementales renforcent ces violences-là. C'est un gros enseignement aussi du rapport. Je vous ai mis ici, vous le retrouvez dans le rapport, un tableau de l'OCDE, d'un rapport très bon de 2021. Je vous conseille vraiment ce rapport là, de l'OCDE 2021. Les références sont dans le nôtre. Qui a fait un tableau des relations entre les impacts environnementaux, le changement climatique et les différents types de violences. Et ça ne concerne pas que l'international et les pays en voie de développement, hein, ça concerne aussi, puisque là c'est une analyse de l'OCDE. Le troisième enseignement, c'est que les questions de santé et environnement sont genrées. Le plan national santé-environnement 2020-2024 étudie aujourd'hui la santé-environnement sous l'angle One Health, une seule santé, et sous la question de l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des expositions chimiques, physiques, biologiques, mais aussi celles liées au cadre de vie et au travail auquel un individu est soumis tout au long de sa vie. C'est-à-dire on va regarder de façon globale, et en particulier dans le cadre des conditions de travail, les expositions environnementales. Et on a des conclusions assez précises maintenant qui nous disent que, notamment de la part de l'INSERM, que les dégradations ont des répercussions environnementales, ont des répercussions différentes sur les hommes et les femmes. Donc ça veut dire qu'il faut absolument, sur le volet santé-environnement, notamment métier, intégrer cette différenciation. Le quatrième enseignement, c'est... j'arrive pas à le voir. Les dimensions, oui, c'est ça. C'est que, au-delà du fait que les femmes soient les premières victimes, les femmes sont aussi les premières actrices. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important qu'on a relevé dans le rapport. Les luttes environnementales sont aussi genrées. Et on a cette étude intéressante qui nous montre que l'origine sociale ou le revenu sont moins décisifs dans la sensibilité aux questions environnementales que le genre, et que ça soit sur la question des comportements en matière de consommation, sur la question des comportements vis-à-vis de la nature, on a véritablement une différenciation. Moi, je le vis tous les jours dans mes associations environnementales, puisqu'on a effectivement 70% des salariés qui sont des femmes. On a beaucoup de femmes dans le milieu associatif environnemental. Malheureusement, on a beaucoup d'hommes dans les dirigeants associatifs.
Je suis assez fier au niveau FNE parce qu'on a mis en place un plan égalité à FNE et on a aujourd'hui un conseil d'administration égalitaire et un bureau dans lequel il y a plus de femmes que d'hommes même. Donc on a fait ce travail-là, nous, à France Nature Environnement. Et, euh, et le fait que cette inégalité, alors, on lutte aussi beaucoup contre l'essentialisme, mais c'est pas une question essentialiste, c'est une question sociale. C'est-à-dire que dans une situation, dans un système social inégalitaire, les femmes sont cantonnées au métier du care et à ces sujets-là, et donc naturellement se retrouvent en particulier actives sur ces sujets-là. Euh, on reverra sur la question agricole, c'est aussi les femmes qui sont les premières actrices des transformations agricoles dans le bon sens et dans le sens de l'égalité et dans le sens aussi des transformations écologiques nécessaires. Euh, alors voilà, c'est toute la question de l'écoféminisme. Moi, je suis assez content de ce rapport parce que quand on a commencé à travailler, on a eu beaucoup de résistance de la part de certains groupes du CESE. Je ne vous dis pas lesquels, mais je pense que vous voyez à peu près lesquels. Sur la question de l'écoféminisme. Le fait qu'on puisse parler d'écoféminisme dans le rapport, c'était compliqué. Il a fallu qu'on fasse le tour de tous les groupes et de toutes les commissions pour venir leur expliquer, c'est des choses qu'on avait entendues de la part de Geneviève Pruvot en particulier, ou de Catherine Larère, pour leur expliquer qu'il fallait sortir du traitement médiatique de l'écoféminisme tel qu'il avait été fait au niveau de la politique partisane. Et d'ailleurs, on a auditionné Sandrine Rousseau qui nous a expliqué comment le fait d'intégrer ce sujet-là dans le débat politique avait été dur et compliqué et de le poser comme étant un fait scientifique et un fait de recherche. Et je suis assez content parce que à la plénière, on a pu déployer le terme écoféminisme, diffuser une vidéo de Geneviève Pruvot justement qui nous parlait de ça. Et pour le coup, c'était là pour le coup une vraie petite victoire pour nous. L'autre enseignement, c'est que euh, le fait de lier écologie et genre, c'est reconnu au niveau international dans toutes les politiques internationales et depuis longtemps. Et ça, c'est quelque chose qu'on a redécouvert aussi et qu'il faut aussi rappeler et bien dire. La question du lien entre environnement, écologie, transition écologique et genre est reconnue dans tous les objectifs politiques d'égalité de droits humains, dans tous les objectifs politiques de développement, c'est dans l'agenda 21 et des choses comme ça, dans tous les objectifs politiques d'environnement, on a un plan d'égalité genre au titre de la Convention sur la diversité biologique de 92, on a un plan d'égalité genre au titre de la Convention internationale sur le climat. Et on a donc ce sujet-là qui est reconnu à toutes les étapes, mais aussi au niveau européen et par toutes les instances internationales. Je vous invite à aller voir dans le rapport. C'est une partie que j'aime beaucoup, celle-là, parce qu'on a vraiment été gratté dans toutes les institutions. On s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde le disait depuis longtemps. Il faut travailler et c'est un sujet important à travailler. Sinon, on passe à côté des sujets sociaux importants de la transition écologique. Quelque chose qui va vous intéresser un peu plus, enfin, qui vous intéresse directement, c'est le fait que, merci, au niveau, parce qu'il faut que je mette mes yeux, au niveau national, parce que très vite, on nous a dit, bon, c'est intéressant, au début, on nous a dit, mais pourquoi vous travaillez là-dessus? Ça n'a absolument aucun rapport. Donc, on a fini par leur dire, bah, malheureusement, si c'est un rapport, et c'est un rapport essentiel, et en plus, au niveau international, tout le monde explique que c'est un rapport et qu'on est censé travailler dessus. Et après, on nous a dit, oui, mais c'est un rapport, mais c'est vraiment une question qui concerne les pays en voie de développement, qui concerne la diplomatie, qui concerne l'aide au développement. Ça ne nous concerne pas au niveau national, parce que nous, on est quand même un pays beaucoup plus avancé sur ça. Donc, on leur a remis les chiffres de l'égalité en France pour leur montrer qu'on n'était pas si avancé que ça sur le sujet. Et on leur a montré que c'était un vrai sujet sur la question justement des métiers qui étaient ce qu'on appelle les métiers verdissants, moi j'aime pas trop ce terme, qui sont les métiers les plus concernés par la nécessité de transition au niveau de la transition écologique. Et que les métiers les plus concernés par la transition écologique sont les métiers qui sont aujourd'hui les plus inégalitaires, c'est-à-dire sont les métiers dans lesquels les femmes sont les moins représentées. Quand on regarde les six grandes thématiques qui sont à l'origine du plus d'émissions de gaz à effet de serre et donc qui vont devoir se transformer, énergie, construction, transport, agriculture, industrie, extraction, ça, c'est les chiffres au niveau de l'OCDE. Vous avez le tableau à droite. Vous avez une sous-représentation des femmes qui est assez énorme, hein, puisque dans la moyenne des métiers, on est sur l'égalité. Là, on est sur des chiffres qui sont, sur la construction, c'est même 10%, sur le transport, c'est 22%, l'énergie, 8%, alors que par ailleurs, on le sait, en matière de santé, enseignement, activité sociale, on est encore sur 70% de métiers de femmes dans ces métiers-là. Donc, si on a ces métiers qui doivent se transformer et qu'on est sur des métiers qui sont particulièrement inégalitaires, on a ici un levier particulièrement efficace pour recréer et pour repenser la question de l'égalité dans ces métiers-là.
Je vous ai mis ici les statistiques du ministère, notamment de l'ONEMEV, l'Observatoire national de l'évolution des métiers verts et verdissants. On est un peu critique, nous, sur cette classification des métiers verts et verdissants, parce qu'il manque plein de choses dedans. C'est pas tout à fait conforme à l'OCDE. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire, mais je pense que l'ONEMEV était d'accord avec nous sur ça et qu'ils sont en train de revoir leur référentiel sur ça. Je vais surtout vous partager cette diapo qui est le travail. Vous savez qu'en ce moment, on a la planification écologique qui a été lancée au niveau gouvernemental. Il y a un des éléments de la planification écologique qui est intéressant, c'est la question des emplois et la question de l'évolution des emplois. Ça, c'est une diapo du plan de France Nation Verte et de la transition écologique, dans lequel on voit bien que on a 8 millions d'emplois potentiellement concernés. Aujourd'hui, ces emplois, c'est dans le transport, le bâtiment, l'industrie, l'agriculture et l'alimentation. Donc, c'est des emplois dans des secteurs où on a une inégalité de répartition d'emplois particulièrement importante en défaveur des femmes. C'est des emplois dans lesquels on va avoir près de 400 000 emplois qui vont être éventuellement détruits pour être transformés. Donc, on a un énorme enjeu. En plus, il faut faire ça vite parce qu'on est dans l'urgence climatique. On a un énorme enjeu ici d'évolution de ces métiers-là. Sur ces sujets, alors là, je vous ai remis cette diapo qui est intéressante parce qu'on a le détail ici. On nous dit que donc on a une création nette de 150 000 emplois, mais en fait le détail c'est qu'on a une reconfiguration profonde entre secteurs. On a 400 000 emplois créés et 250 000 emplois détruits. Donc sur les secteurs de l'emploi, sur ces domaines-là, on est dans une vraie révolution nécessaire si on veut faire la transition écologique. Après, si on ne veut pas la faire, et il y a plusieurs types d'emplois, notamment dans l'agriculture, on n'est pas parti pour la faire là. Quand on voit le projet de loi agricole qui est discuté au Sénat, si on ne veut pas la faire, on continuera sur des types d'emplois destructeurs de l'environnement et très inégalitaires. Il y a des incertitudes par secteur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de ces domaines d'emploi qui sont concernés, le SGPE nous dit bien tous les actifs vont devoir progressivement être formés à ces questions écologiques et à ces questions de transition. Donc ça concerne en particulier ces emplois-là, mais ça concerne aussi l'ensemble des actifs en formation initiale ou en formation continue. Et il y a besoin ici d'une massification de compétences et de métiers déjà existants, avec un vrai enjeu territorial. Sur ces sujets-là, c'est un sujet qui a été retravaillé l'année dernière dans un autre avis du CESE que je vous conseille d'aller voir, qui s'appelle Mobiliser les acteurs de l'emploi et du travail pour réussir la planification écologique, qui a été co-rapporté par Pascal Mayol, qui est aussi au groupe environnement. Donc je vous invite à aller voir et à aller lire aussi ce rapport du CESE, qui est encore plus précis sur ces enjeux emploi et transition écologique. Le 8e enseignement, c'est que au-delà des questions d'emploi, il y a une question des conditions de travail aussi, et c'est quelque chose qu'on a relevé dans le rapport. Il y a des évolutions de métiers et des conditions de travail qui vont devoir être faits, et en l'absence de politique volontariste, on peut avoir des situations de maladaptation. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de métiers qui vont se féminiser. Il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas préparés en termes techniques à la différenciation femmes-hommes, notamment sur des questions de chaleur, notamment sur des questions de pénibilité du travail. Et ça pose la question, on l'a vu sur le bâtiment, et peut-être que Geneviève en parlera tout à l'heure, ça pose la question de quel type d'activité et comment on réforme ces activités. Il ne s'agit pas juste de rajouter plus de mixité dans le métier, il s'agit de transformer en profondeur ces métiers. Il faut sans doute arrêter avec les constructions lourdes, très mécanisées, en béton et en métal, et il faut revenir vers des formes de construction plus légères, plus durables, plus réparables, qui utilisent des matériaux qui sont des matériaux plus écologiques. Et dans ces modes de construction-là, c'est le mode de construction dans lequel la pénibilité du travail est très différente et pour le coup, l'égalité est aussi peut-être un peu plus simple. On a aussi analysé ce sujet-là sur la question des obligations environnementales des entreprises. En fait, on a la chance au CESE d'avoir les entreprises. Aminata, d'ailleurs, la co-rapportrice de ce rapport, représente le groupe des professions libérales. On a les petites entreprises, on a les PME, on a le MEDEF aussi, qui est là. Et on a les syndicats, et les syndicats ont beaucoup poussé pour que ça devienne un sujet au titre de la responsabilité sociétale des entreprises, sociale des entreprises, en disant, rappelez-vous que l'égalité professionnelle, les violences sexistes et sexuelles, mais aussi la transition écologique et les conséquences environnementales des choix stratégiques économiques des entreprises sont aujourd'hui intégrés dans le champ du dialogue social. C'est-à-dire que tous ces sujets-là doivent être discutés
au sein de l'entreprise, entre les dirigeants, les syndicats, les travailleurs et les travailleuses. Et donc, si on discute collectivement ces sujets-là, avec la volonté des syndicats de faire évoluer ces sujets-là, l'entreprise peut aussi être le lieu de prise en charge de ces grandes transformations et d'anticipation, de formation de ces grandes transformations. Euh, on a rajouté le volet devoir de vigilance. Vous savez que enfin, c'est un mécanisme qui a été mis en place au niveau national et qui commence à être mis en place au niveau européen. Le fait pour une entreprise de devoir s'assurer, quand il utilise un produit dans toute sa chaîne de valeur, que le produit n'a pas été généré à à l'autre bout du monde dans des conditions d'inégalité ou de travail d'enfants ou de violence faites aux femmes voilà, dans les conditions de ces produits-là. Ça concerne en particulier les produits manufacturés ou l'extractivisme. Et le dernier enseignement de notre rapport sur les sujets qui vous intéressent, c'est qu'on a un sujet particulier sur la place des femmes dans l'agriculture. Et ça, on l'a vu, on a auditionné la CIVAM. Je vous conseille cette excellente BD qui a été produite par la CIVAM qui s'appelle qui est titrée Il est où le patron, qui est très très bien faite parce que c'est lié à une vraie expérience de femmes sur leur pratique du métier d'agricultrice. On rappelle les inégalités très fortes qui perdurent dans le secteur agricole, hein. Vous les avez ici, hein. On a 82% des salariés du secteur qui sont en CDD. Elles sont proportionnellement, les femmes, 2 fois plus nombreuses à temps partiel que les hommes dans ces secteurs-là. Des retraites moins importantes, des difficultés à l'occasion de la maternité. Elles supportent toujours les activités domestiques. Elles sont assignées à certaines tâches, notamment les tâches administratives, à faire les papiers ou à certaines tâches agricoles particulières quand on a des exploitations agricoles mixtes. Et par ailleurs, et c'est un peu toujours les deux volets de notre rapport, elles sont les plus touchées en termes d'inégalité, mais c'est aussi les premières actives sur les exemples de transition super intéressants. On a auditionné des agricultrices avec des modèles de transition en matière d'agroécologie. On sait aujourd'hui que la solution en matière agricole, de souveraineté, de produits de qualité, c'est de transformer l'agriculture industrielle vers vers l'agroécologie, que c'est ça qui crée de l'emploi, que c'est ça qui permet aux travailleurs et aux travailleuses de ne pas être malades de leur profession. Et là, on est vraiment sur les conditions de travail, en évitant l'emploi de pesticides et autres. Et bien, sur ces expériences-là, on remarque et les chiffres nous montrent que c'est des femmes qui sont les plus engagées sur l'agriculture biologique, sur les transformations de l'agroécologie, sur la reprise de ferme, sur ces sujets-là. Donc elles sont aussi sur la multifonctionnalité de façon globale. Donc il faut aussi mettre en valeur et exposer ces bonnes expériences-là euh, sur la suite. Ça, c'est l'élément du rapport. Sur la base de ces grands constats qui ont été développés dans le rapport, on a formulé un certain nombre de préconisations. Alors, on a 6 séries de préconisations sur des questions d'amélioration de connaissances, parce qu'on a bien vu dans l'ensemble de nos études qu'on manquait beaucoup de données et que les données sexospécifiques dans tous les domaines, on a du mal à les construire, on a du mal à les avoir, et on ne peut pas construire une politique publique cohérente si on n'a pas des données et si on n'arrive pas à suivre correctement l'évolution des politiques publiques. On a des préconisations sur la diplomatie féministe, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. On a des préconisations sur une intégration croisée dans les politiques environnementales locales et nationales, par exemple dans les constructions de pistes cyclables, donc d'urbanisme, d'énergie, des choses comme ça. Mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, ça va être le fait de faire engager les acteurs, actrices privées dans la transformation écologique intégratrice des inégalités de genre. La question de la formation et le renforcement de la mixité des métiers verts et verdissants, on a des chapitres avec des préconisations sur ce sujet-là. Et on a un sujet démocratie environnementale très intéressant aussi, puisque, je vous le dis parce que moi ça m'intéresse et c'est vraiment un domaine que j'adore, la démocratie environnementale. On n'y arrivera pas si les femmes ne sont pas aussi intégrées au lieu de décision. Donc, si elles ne sont pas décisionnaires sur ces sujets-là, et si en plus, quand on a des processus de démocratie participative, on ne met pas en place des processus dans lesquels elles peuvent s'exprimer. Donc après, c'est tout un sujet qui est intéressant aussi ici. Juste un tout petit zoom, mais je vais aller vite là-dessus, sur des préconisations qu'on a fait qui peuvent vous intéresser. 3 préconisations sur la question de la connaissance. Intégrer des dimensions genrées dans l'étude d'impact préalable des lois. C'est-à-dire que là, on va faire des lois, notamment la loi agricole, et nous, on aimerait bien que dans la loi agricole, il y ait une étude d'impact sur la question genrée. Et s'il y avait une étude d'impact, peut-être qu'il y a des mesures qu'on ne prendrait pas ou qu'on prendrait autrement. Systématiser le recueil de données ventilées par sexe
à l'occasion des effets des dégradations environnementales. Quand on a des catastrophes environnementales comme des inondations, eh ben, si on ne fait pas des recueils de données, on peut passer à côté du sujet et se rendre compte qu'en fait, les femmes ont été les plus touchées, comme ce qui s'est passé pendant la canicule, comme ce qui se passe à l'occasion de grandes catastrophes, notamment inondations. Et ce qui nous intéresse aussi, initier des programmes de recherche pluridisciplinaires qui accordent une visibilité à ça, sur la question de l'exposome, sur la question du volet sanitaire. J'accélère. Là, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble dans le rapport. À chaque fois, on a une préconisation, on a un développement pour expliquer la préconisation. Je vais finir parce que j'ai dépassé un petit peu. Et on a, en général, un petit tableau avec quels sont les acteurs qui sont concernés par cette préconisation. Je vais conclure avec 5 points de conclusion. Le premier, c'est que la transition écologique demande d'aborder autrement le devenir de nos organisations de travail, d'emploi et de production. Ça, c'est une nécessité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est partagé dans la société civile, dans le monde de la recherche. C'est malheureusement pas encore partagé au niveau politique. Quand on voit la teneur des débats sur certaines lois, on se dit qu'il va falloir qu'on y retourne un peu. La deuxième conclusion, c'est que le sujet écologique et le sujet égalité sont intimement liés, dans leurs causes comme dans leurs conséquences. Je pense que le rapport est très clair sur ça. Que ces liens se pensent dans l'évolution de l'emploi et des conditions de travail jusqu'au rapport au travail dans une société égalitaire et viable. Au-delà des conditions de travail, c'est vraiment un sujet global qui doit se mettre en place sur notre rapport au travail. Et on travaille par exemple aussi au CESE. La semaine prochaine, on a une plénière sur une étude de controverse croissance-décroissance. Et c'est intéressant qu'on soit capable de faire ça au CESE. Donc on va discuter collectivement quels sont sur le sujet croissance-décroissance, avec la question du PIB, le fait de l'invisibilisation du travail domestique dans le calcul du PIB, par exemple, des choses comme ça. La transition écologique, pardon, est une formidable occasion de faire avancer la lutte pour l'égalité. Et la bataille contre le patriarcat est une formidable occasion de faire avancer la transition écologique. En gros, on est sur 2 combats qui peuvent lier, qui peuvent se nourrir mutuellement et qui doivent se nourrir mutuellement. Et en fait, rater ce rendez-vous du croisement des luttes peut générer un accroissement de l'inégalité. Si on ne le fait pas, à l'occasion des grandes transformations sociales et écologiques qui viennent, on rate une occasion formidable de travailler ces sujets d'égalité. Merci de votre attention. Alors, ça fait un an qu'on le construit et on s'est posé effectivement 2 questions qui ont été rappelées. Conduire la transition écologique fait-elle poser des risques d'accroissement des inégalités entre les femmes et les hommes, notamment en matière de conditions de travail? Et à l'inverse, sur un versant positif, la transition écologique peut-elle présenter des opportunités de concevoir des organisations du travail favorables à la santé pour toutes et tous? Alors, Antoine Gatté du CESE a très bien synthétisé, résumé les principaux axes reprenant les inégalités sociales, professionnelles et de genre, aussi bien dans l'exposition aux risques environnementaux, mais aussi les inégalités face aux politiques de transition écologique, avec un risque non seulement d'exposition différenciée à ces risques, mais d'impact différencié des politiques de transition sur les conditions de travail quand il s'agit, par exemple, on le verra cet après-midi, de ne plus utiliser d'intrants chimiques ou moins de tracteurs, d'utiliser des matériaux géo-biosourcés au lieu du ciment ou d'éliminer le plastique dans la restauration collective. Toutes ces thématiques pointues sectorielles et un certain nombre de vos questions dans le QR sont déjà orientées secteurs. Nous les reprendrons dans les différentes séquences. Et puis également avec ce risque de moindre participation des femmes au processus de décision. Alors c'est vrai qu'en matière de ce qu'on appelle dans le monde de la recherche sexe-genre au travail, on a beaucoup de travaux et déjà d'acquis, ceux bien sûr de Karen Messing, ceux européens de Laurent Vogel, ceux de Catherine Teguer qui vient de nous quitter, de Viviane Gonick, de Sandrine Caroli, Christelle Casse, Marianne de Troyer, Fabienne Gouty et tant d'autres. C'est vrai que l'ANAT, de son côté, a pu mettre en lumière en France, avec l'aide des données des différents partenaires, des indicateurs santé différenciés pour les femmes et pour les hommes. Puisque dès 2012, l'ANACT a pointé qu'il y avait une augmentation très forte d'accidents de travail pour les femmes, alors que ceux des hommes diminuaient. Elle a également pointé la surreprésentation des femmes dans les maladies professionnelles, la souffrance psychique au travail, les inaptitudes, l'absentéisme, non pas dû aux enfants, mais aux contraintes de travail des métiers dans lesquels les femmes sont. Sans compter, bien sûr, la surexposition aux violences sexistes et sexuelles au travail.
Alors, en effet, le travail n'a pas les mêmes effets sur la santé, qu'on soit une femme ou un homme. D'une part, à cause des métiers différents, des parcours différents, mais également à cause de différences biologiques selon les sexes. Et si l'on considère le risque climatique, et on y reviendra par exemple dans la séquence de demain matin, il s'agit de prendre en compte le métabolisme différencié à la chaleur ou au froid des femmes et des hommes, ou la question des femmes enceintes pour travailler avec des fortes chaleurs, ou encore des moindres capacités physiques quand il s'agit peut-être un jour d'utiliser moins de machines pour travailler, pour se déplacer. Alors, les études ont montré donc depuis une quinzaine d'années que chausser les lunettes du genre, c'était l'expression de l'ANACT, en rendant visibles les pénibilités, les risques spécifiques aux femmes et aux hommes dans leurs emplois, permettait d'améliorer les organisations de travail, la prévention pour toutes et tous. Alors, pour revenir à notre sujet sur la transition écologique, nous nous sommes appuyés pour bâtir les hypothèses sur le modèle genre, égalité, santé que nous avons conçu, élaboré d'ailleurs avec le GAS depuis 2012 et qui propose 4 axes d'analyse. Le premier, c'est celui de la division du travail. La transition écologique, les actions en faveur de cette transition peuvent-elles contribuer à réduire ou à augmenter cette division sexuée du travail? Va-t-elle, par exemple, rajouter ou supprimer des tâches dans des métiers à prédominance féminine ou masculine, renforcer l'intensité ou la charge de travail? On va voir, par exemple, demain, dans le travail social, que en période de canicule, le suivi hydrique des personnes vulnérables rajoute une tâche, de même que dans l'hôtellerie-restauration, la gestion du tri du linge est une tâche supplémentaire qui se rajoute aux femmes de chambre. Sur le deuxième axe des conditions de travail, comment la transition écologique va-t-elle conduire à limiter ou à augmenter les risques et les pénibilités? Par exemple, dans l'agriculture, et ça sera cet après-midi qu'on va y revenir de manière beaucoup plus approfondie, quand on utilise moins de machines, moins d'intrants, que donc il y a du travail manuel supplémentaire avec du désherbage, de la gestion des déchets, qui va réaliser ce travail et à quelles conditions pour ne pas s'user rapidement. Le troisième axe, c'est celui des parcours. Comment la transition écologique va-t-elle permettre de dynamiser ou de rendre plus polyvalents les parcours? Va-t-elle réellement permettre de nouvelles opportunités dans les métiers verts, pour autant que les conditions de travail y seront favorables et on aura demain après-midi une séquence entière? Y aura-t-il valorisation ou pas des activités du care et du soin au sens large? Sur le quatrième axe, qui est celui du temps, comment la crise climatique va-t-elle transformer ou pas les régimes horaires, les régimes de pause, les régimes de télétravail et à quelles conditions? On va y revenir demain matin. Comment va-t-elle aussi faire évoluer la porosité entre travail et hors travail et l'équilibre des temps? Donc, dernier point, ce que nous allons explorer dans ce colloque en termes de questions. Donc, quelles sont les conditions, les leviers pour construire finalement cette transition la plus juste possible du point de vue des métiers, des emplois, mais particulièrement dans ce colloque du point de vue des femmes et des hommes. Aussi, nous aurons un premier volet de questions et vous le verrez dans toutes les tables rondes sur la question des constats. On posera la question à nos interlocuteurs, interlocutrices. Quels sont les effets ou les impacts de la crise climatique que vous avez pu observer sur l'activité des femmes et des hommes, sur leur santé? Comment les femmes et les hommes font face ou intègrent de manière différenciée ou pas dans leur activité la prise en compte des enjeux écologiques et de leur propre santé? Et quelle est aujourd'hui la prise en compte du genre dans les projets de transition écologique? Et puis, nous aurons des questions qui concerneront un deuxième volet de questions qui porteront sur les pistes d'action. Comment intégrer ces perspectives de genre dans l'évolution des activités, la transformation des systèmes, des modèles, notamment agricoles cet après-midi? Comment la transition écologique peut-elle constituer cette opportunité de développement d'un travail soutenable pour les femmes et pour les hommes?
Et puis, quelle prise en compte de cette dimension genrée dans le dialogue social environnemental? On aura 2, voire 3 représentants de syndicats ou de collectifs. Voilà, et nous allons donc aborder ces questions-là dans les 3 sujets, dans les 3 secteurs. Du coup, ils ont déjà été présentés, je ne vais pas y revenir. L'agriculture, le secteur des services, aussi bien à prédominance féminine que masculine, où là, on sera plutôt sur des logiques d'adaptation. Et puis, demain après-midi, dans les métiers verts ou verdissants.